Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Françoise Sagan, un profil perdu. Un profil perdu, un roman de Françoise Sagan qui date de 1974. Longtemps après ses premiers succès, j'avais lu il y a assez peu de temps Bonjour Tristesse, son premier livre, et puis je m'étais dit que j'allais laisser tomber cette autrice, mais il se trouve que j'avais quand même celui-là dans ma bibliothèque, alors je me suis dit, finalement non, ne la laissons pas déjà tomber, d'autant plus que ce livre, Un profil perdu, me semble écrit avec plus de maturité, sans doute, que Bonjour Tristesse, avec plus de distance peut-être aussi. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une histoire de femme, d'une femme qui se trouve au fond prise entre plusieurs hommes, notamment un mari violent avec qui elle vit des choses assez épouvantables, puis un homme étrange qui la sauve de ce mari, mais qui est un milliardaire beaucoup plus âgé qu'elle, qui a des vues sur elle, mais qui évidemment ne lui plaît pas, et donc on entre dans une relation assez compliquée, assez étrange, et surtout qui, pour sa réputation, est difficile. Et puis, un troisième homme qu'elle va rencontrer. Et là, la relation sera beaucoup plus fusionnelle. Et donc, cette femme se découvre et découvre à la fois sa liberté, mais aussi sa soumission, liberté intérieure, mais soumission néanmoins à ces hommes, avec quelque chose d'assez complexe, mais aussi raconté sur un ton qui parfois peut être extrêmement brutal, parfois peut être beaucoup plus léger. Il y a notamment des scènes où Louis, qui est le troisième de ces hommes, celui avec qui elle vit une vraie passion amoureuse, lui offre un chien. Et puis, on a tout un milieu aussi qui est décrit, un milieu de gens riches et désagréables qui surveillent un peu cette femme qui prend des libertés, qui est un peu trop indépendante, d'après eux. Mais tout commence d'une manière assez terrible. Une femme vit sous l'emprise d'un mari extrêmement jaloux, enfermé dans un appartement. Voilà ce qu'est le personnage de José au départ. 15 jours plus tard, j'avais complètement oublié cet intermède. La situation était stable, si l'on peut dire. Alan ne quittait plus l'appartement. Si je voulais partir, il me suivait. Si le téléphone sonnait, ce qui se produisait de plus en plus rarement, il décrochait, disait « il n'y a personne » et raccrochait. Le reste du temps, il marchait comme un fou dans la maison, reprenait ses griefs, en inventait d'autres, me questionnait, me réveillait quand je dormais, et tantôt pleurait comme un enfant sur la fin de notre amour, gémissant que c'était de sa faute, tantôt me la reprochait amèrement, avec une violence toujours grandissante. J'étais hébété et incapable de réagir, je ne pensais même plus à m'évader. Il me semblait que cette tempête, cette espèce de gouffre où nous nous enfoncions ensemble un peu plus chaque jour, devait avoir une fin en soi, et qu'il n'y avait plus qu'à attendre. Je me baignais, je me lavais les dents, je m'habillais, je me déshabillais, par je ne sais quel réflexe venu de ma propre préhistoire.
La femme de chambre, horrifiée, nous avait quittés depuis 8 jours. Nous nous nourrissions de conserves, chacun de notre côté, et je me voyais me colleter stupidement avec des boîtes de sardines dont je n'avais pas envie, mais que je savais devoir manger. C'était un bateau égaré que cet appartement, et le commandant de bord, Alan, était devenu fou, et moi, j'étais la seule passagère, et je n'avais plus du tout, plus jamais, d'humour. Quant à nos amis, ceux qui téléphonaient ou ceux qui, plus obstinés, avaient frappé à la porte, pour être aussitôt éjectés par Alan, je pense qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait entre ces 4 murs. Peut-être même nous croyaient-ils en pleine lune de miel. Dans ce tourbillon de menaces, de supplications, de regrets, de promesses, moitié battues, moitié violées, je vivais à côté de moi-même, épouvanté. Je fis 2 tentatives pour m'échapper, et Alan me rattrapa dans l'escalier, me fit remonter toutes les marches, une fois sans un mot, une fois en murmurant en anglais d'insoutenables vulgarités. Il n'y avait plus rien qui nous reliât au monde. Et cet enfer de cette femme sous l'emprise d'un mari jaloux qui la bat et qui la viole, qui ne supporte pas les imaginaires conquêtes qu'elle aurait pu faire, eh bien, un certain Julius A. Cram va l'en libérer. Il va simplement frapper à la porte et elle va le suivre parce qu'il est un homme qu'on doit suivre. Un homme très riche, Alan reste hébété et la laisse partir. Et ensuite, on entre dans une autre histoire, autour de l'emprise de cet homme, Julius A. Cram, qu'elle n'aime pas, qu'elle décrit avec dégoût, mais qui, lui, la désire et, surtout, l'aide de plein de façons, lui trouve un travail sans qu'elle sache véritablement que c'est lui qui lui a trouvé ce travail, lui trouve un appartement et va même aller jusqu'à la suivre lorsqu'elle va à New York où son mari, Alan, est hospitalisé. Eh bien, elle va passer une semaine avec lui dans une île des Antilles, avec ce Julius qui veut l'épouser, mais bien sûr que c'est exclu. Mais en même temps, elle ne peut pas le refuser aussi vite que ça. Puis arrive Louis. Et Louis lui offre un chien. Louis est vétérinaire. Nous traversâmes une partie de la ville pour retrouver le magasin qu'il avait choisi. Paris était bleu, doux, ronronnant. Le chien me couvrait de poils, j'étais enchanté. Nous lui fîmes faire un petit tour sur l'esplanade des Invalides. Il courut après les pigeons, entortilla 10 fois sa laisse autour de mes jambes, il fit preuve d'une vitalité débordante. J'étais partagé entre le rire et l'effroi. Qu'est-ce que j'allais en faire toute la journée? Louis avait l'air moqueur. Mon début de panique le réjouissait visiblement. « Eh oui, dit-il, vous voilà enfin une vraie responsabilité. À vous de décider pour lui. Ça va vous changer, non ?» Je le regardais avec soupçon. Je me demandais s'il faisait allusion à Julius, à ma vie de gibier ou à mon goût de la fuite. Nous rentrâmes à la maison. Je présentai le chien à la concierge, qui n'eut pas l'air enchantée, et nous nous assîmes dans mon studio, pendant que le chien commençait à ravager la moquette. « Que deviez-vous faire ce soir ?» dit Louis. Cet imparfait m'inquiéta. En effet, je devais aller à une projection privée avec Julius et Didier. Didier qui est le frère de Louis. Je ne me voyais pas plus y emmenant le chien que l'abandonnant à la maison. Louis prévint tout de suite cette éventualité.
Si vous le laissez seul, il va hurler, dit-il. D'ailleurs, moi aussi. Et c'est ainsi que Louis et José vont passer leur première nuit ensemble. Et évidemment, cela va arriver aux oreilles de Julius à Cram, qui surveille cette femme qu'il a prise sous son aile et qu'il aime. Ça ne va pas forcément lui plaire. Bref, une histoire où on voit assez bien les poids qui pèsent sur les femmes, sur cette femme qui est présentée comme une jeune femme qui plaît aux hommes. Et ça n'est pas toujours une bénédiction pour les jeunes femmes de plaire aux hommes. Surtout que parmi les hommes, il y a des Alan violents et jaloux, des Julius qui, eux, sont possessifs et manipulateurs, et puis des Louis qui peut-être peuvent sauver cette femme ou l'aider à vivre de manière plus libre. Françoise Sagan, un profil perdu.